Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle cheat sheet avec plein d'outils pour contrer le forensic. Alors je sais que c'est des vidéos où vous adorez avoir une liste d'éléments comme ça. On va essayer de la parcourir ensemble, on va essayer de voir ce qui est intéressant, ce qui l'est peut-être un petit peu moins. Et l'idée c'est de voir ce qui sera réellement utilisable pour vous protéger du forensic quand vous faites par exemple du test d'intrusion et que vous voulez éviter que la Blue Team puisse vous repérer. Si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube et à aller récupérer directement le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Alors cette cheat sheet, elle est disponible directement sur GitHub, donc je vous mettrai le lien dans la description. Elle est découpée en plusieurs parties. Alors ce sont majoritairement des outils que vous allez pouvoir retrouver ici. Et ici, on va commencer d'abord par tout ce qui est image du système. Donc là, on va avoir différents logiciels. Alors je ne suis pas un expert directement dans les techniques d'évasion de forensic, donc je vais essayer de vous présenter ça de la manière la plus simple possible. Mais ici, par exemple, on a un élément pour faire du stockage d'images disques sur le forensic. Alors ce qui est surprenant dans cette cheat sheet, c'est qu'on trouve et des outils pour le forensic et des outils contre le forensic. Donc c'est un petit peu un mélange des deux, et donc je vous inviterai directement à le faire. On a des outils qui sont par exemple très simples, comme qui permettent de monter des images pour faire du forensic, donc voir un petit peu ce qui se passe. Ici, on va avoir des outils pour tout ce qui est extraction de mémoire, extraction de données dans la mémoire. Un outil que j'ai beaucoup utilisé qui s'appelle Foremost, qui vous permet de récupérer différents fichiers qui auraient pu être supprimés via des en-têtes. Alors ce que je m'amusais à faire quand j'étais en alternance, c'est qu'il y avait des piles entières de disques durs qui partaient au rebut, et normalement les équipes avaient une certaine procédure pour effacer l'ensemble des données qu'il y avait dessus. Je prenais un disque aléatoirement directement dans cette pile-là, et je lançais Foremost dessus, et si jamais j'arrivais à récupérer des données, l'ensemble de la pile repartait directement au formatage. Ils étaient censés utiliser Eraser avec des méthodes directement d'effacement avec écriture aléatoire dessus. S'il restait encore des fichiers qui étaient trouvables, c'est-à-dire qu'un attaquant qui récupérait ces données-là dans une déchetterie aurait pu trouver des informations sur la société. Donc là, on voit que ça pose vraiment des gros problèmes, et donc c'est important de voir ce qui est récupérable. Lorsque vous supprimez un fichier, c'est uniquement l'index vers la mémoire du fichier qui est supprimé. Ce n'est pas la mémoire complète. Donc faites bien attention à ça, parce que là on est sur la mémoire morte. Ensuite, vous avez des outils qui sont quand même assez connus pour faire du dump de mémoire, comme memdump. Vous avez la possibilité également de dumper la mémoire depuis un VirtualBox dans lequel vous avez un Windows, ce qui se fait très bien pour faire des challenges par exemple pour du forensic. Ici, on va avoir des logiciels qui sont quand même assez connus, avec Autopsy, qui est un très gros logiciel pour faire du forensic. On va avoir également des logiciels complémentaires pour des navigateurs, que ce soit pour par exemple Google Chrome, que ce soit pour la partie Firefox. On a des choses qui sont plus pour des artefacts sur la partie NTFS. Les artefacts, ce sont tous les éléments qui vont pouvoir permettre de pouvoir valoriser l'analyse forensique qui peut être faite. On en a pour de l'iOS. Donc on voit que c'est des outils qui sont utilisés d'abord pour faire du forensic, qu'il faut absolument comprendre pour savoir ce qu'ils récupèrent et comment on peut également les éviter que les informations soient récupérées par un expert en forensic. Après, on va avoir différents éléments, par exemple comme PyPDF, qui permettent d'explorer en profondeur des fichiers PDF, qui pourraient potentiellement être malveillants, qui pourraient contenir des liens qui seraient infectés. Et ensuite, on va avoir Volatility. Alors Volatility, on va prendre 2 minutes pour en parler ensemble, parce que c'est un outil qui est extrêmement puissant en forensic. On va lui charger une image de la mémoire d'un ordinateur, et on va pouvoir rentrer en profondeur dedans, récupérer des clés de registre, récupérer des fichiers, on va pouvoir comprendre comment l'architecture du système fonctionnait, on va pouvoir récupérer tout un tas d'informations, on va pouvoir récupérer des endroits où il y avait des éléments de la mémoire. Donc vous avez tout un tas d'outils avec la récupération des DLL, avec par exemple les registres, avec que ce soit du Windows, du Linux, de l'Android. Donc vraiment, si vous voulez faire du forensic, je vous invite à l'utiliser. Et si vous voulez éviter les techniques de forensic, je vous invite à comprendre comment il marche pour justement pouvoir voir ce qu'il est capable de récupérer. On a également aussi des outils qui permettent d'aller altérer des données ou de pouvoir les récupérer. On a des outils qui permettent d'aller cacher des processus. Lorsque vous êtes en test d'intrusion, vous avez besoin de cacher des processus pour éviter qu'ils soient facilement repérables. Si vous avez déployé une backdoor, bien sûr légalement je parle, pour pouvoir récupérer un accès à une machine, il faut éviter que les équipes de Blue Team tombent dessus sur un fichier qui s'appelle backdoor.exe ou un processus qui s'appelle backdoor.exe. Il va falloir être un peu plus fin que ça. Donc là par exemple c'est pour injecter du code directement dans du ptrace. Ensuite on va voir tout ce qui est suppression
et nettoyage des données qu'on va pouvoir laisser derrière nous. C'est extrêmement important lorsqu'on fait un audit de bien supprimer les données qu'on a laissées derrière nous pour éviter qu'un attaquant puisse les réutiliser. Donc là, on a des choses qui sont de manière totalement automatisée, que ce soit sur des systèmes Unix, que ce soit directement sur des Windows. Alors je vous invite d'abord à vérifier ce que ça fait exactement avant de le lancer pour éviter de détruire des données qui sont utiles pour vos clients. Et comme je disais, normalement quand vous faites un audit, vous êtes censé laisser le système dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé. Donc c'est-à-dire pas avec des backdoors en complément, pas avec des mots de passe complètement pourris mis sur certains utilisateurs. Faites bien attention à ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne prennent pas le temps de le faire. Prenez-vous le temps de faire ça proprement. Après, vous avez des outils qui sont plus pour moi pour la partie offensif. On va pouvoir changer un mot de passe dans la base NTSAN de chez Windows. Lasagne qui est un logiciel qui permet de faire de la récupération de mots de passe. Et après, on a Mimi Penguin qui permet de dumper les mots de passe des utilisateurs en cours sur Linux. Quelques logiciels pour faire de l'obfuscation et du chiffrement sur les ELF. Les ELF, c'est l'exécutable qu'on va retrouver sur Linux. On a différents éléments. Là, par exemple, TrueHunter, ça permet de détecter des conteneurs TrueCrypt qui pourraient être potentiellement être cachés. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec VeraCrypt. TrueCrypt étant plus maintenu déjà depuis quand même un certain temps. C'est là où ces cheat sheets ne sont pas forcément tout le temps mis à jour et donc des fois il y a des outils un peu anciens qui peuvent traîner dessus. Donc je vous invite à vous faire un peu votre propre analyse dessus. Là c'est pour tout ce qui est supervision des événements de sécurité qu'on va pouvoir retrouver sur Windows et autres. On a tout un bloc sur la partie stéganographie. La stéganographie, c'est le fait de cacher des informations dans par exemple une image, un son, une vidéo et qu'on puisse la publier à la vue de tous et que seuls ceux qui ont la technique puissent récupérer les informations qui ont été cachées dedans. On a bien sûr des logiciels qui s'appellent stéganographie, ce qui est très simple quand on a besoin de rechercher. StegHide, qui est quand même assez connu. C'est le logiciel que vous allez utiliser assez régulièrement, en général dans les challenges en ligne ou dans les CTF. On a quelques outils pour faire de l'analyse de malware. Alors, je ne les ai jamais utilisés, donc je ne sais pas vraiment ce qu'ils valent. Moi, personnellement, je préfère vraiment utiliser VirusTotal, que je trouve extrêmement puissant. On va avoir des distributions comme Tails, donc je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo, qui sont très pratiques pour protéger son anonymat. Et après, on va avoir des choses où on va plutôt être lié à la partie matériel, hardware. Et on a également une partie sur la partie Android App qui permet de faire de la protection et de cacher un petit peu différentes choses. J'avais envie de vous parler de l'USB Kill parce que je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un matériel qui est à double tranchant, qui est extrêmement puissant, qui coûte 80 € et en fait ça marche un petit peu comme un condensateur qui va se décharger dans le PC ou que ce soit dans un téléphone et autres, et en fait ça va avoir pour effet de le griller. Alors ici je vais vous montrer la vidéo, je vais couper le son pour pas que vous soyez embêtés. L'idée étant de vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors c'est pas celle-ci parce que bien sûr ils en ont fait plusieurs. Hop, alors je vais couper, c'est une petite clé USB en fait comme ça que vous récupérez, qui peut marcher en mode directement Bluetooth, sur lequel vous allez envoyer des instructions, et qui va faire griller l'ordinateur sur lequel vous allez mettre. Alors vous allez me dire à quoi ça peut servir. En fait ça peut servir à griller une caméra et autres en Red Team. Alors ça a des coûts qui sont quand même assez importants, donc je ne vous invite pas forcément à le faire sur du matériel qui ne vous appartient pas, et de bien faire attention sur tout ce qui peut être fait. Alors voilà, là ils expliquent que ça peut être fait par exemple sur des portefeuilles crypto, ça peut être fait sur des tokens d'authentification, de double authentification, sur des téléphones, ça peut être fait sur des tablettes, sur des équipements réseau, sur des consoles. Je sais qu'il y en a qui s'amusent à faire jouer les garanties avec ça, faites très attention si vous allez vous amuser avec ce genre de choses, mais globalement ça marche extrêmement bien et ça a un impact qui est relativement fort. Donc je vous laisserai aller creuser si ça vous intéresse, parce qu'ils ont pas mal de vidéos de présentation où ils expliquent en détail comment ça marche, et eux ils s'amusent à griller un peu tout et n'importe quoi avec. Ça peut vous permettre, par exemple, si jamais quelqu'un vient vous récupérer pour une perquisition un ordinateur, ça vous permet de griller rapidement un grand nombre de composants. Mais faites attention parce que ça ne va pas forcément griller le disque dur. Et donc le disque dur contient en général énormément d'informations sur vos activités. J'espère maintenant que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo où on parlera de cybersécurité. Salut à tous!